Bonjour, moi c'est Lia. Et moi c'est Sandrine. Et bienvenue au podcast Femmes en Affaires de HEC Montréal. Dans cet épisode, on a discuté avec Chris Bergeron, la vice-présidente au contenu expérientiel chez Cossette. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cossette, c'est l'une des plus importantes agences de publicité au Canada. Leur objectif, c'est de créer une image de marque forte pour leurs clients, puis aussi de maintenir un dialogue avec les consommateurs. Avant d'entrer dans l'univers de la pub, Chris a été journaliste pendant plus de 10 ans. Et durant son parcours, elle a notamment travaillé à la presse, à Radio-Canada ou encore à Elle Québec. Finalement, elle a été la rédactrice en chef du magazine Voir, qui est une institution de la culture au Québec. Durant notre discussion, Chris nous parle de son parcours assez atypique puis des obstacles qu'elle a dû surmonter en tant que femme trans. C'est d'ailleurs en raison de sa transition qu'elle a dû quitter sa première passion, le journalisme. On vous laisse donc sur cette belle discussion et sur les conseils précieux qu'elle nous a partagés. Bonne écoute! D'abord, merci beaucoup encore d'être venu aujourd'hui. Nous, on voulait peut-être commencer un peu par votre parcours plus professionnel, puis où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes maintenant vice-présidente au contenu expérientiel chez Cossette. Ouais. Sauf que, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent travailler dans le monde de l'agence, mais on dirait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font les hauts placés dans les agences. Bien sûr. Donc, peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu votre quotidien. Mon quotidien, j'ai 2 chapeaux. Mon premier chapeau, c'est d'être VP contenu. De plus en plus aujourd'hui dans la publicité, il y a un besoin de contenu éditorial. Des choses comme des podcasts justement, mais d'autres choses, des stratégies réseaux sociaux, des stratégies d'engagement, des documentaires. Donc ça, c'est mon premier chapeau et j'ai une équipe qui fait ça à longueur de journée. Ou l'extension de campagnes publicitaires, carrément, où là, on fait beaucoup de tactiques d'engagement, ou des sujets où on rentre un petit peu plus de manière profonde dans des thématiques, des entrevues, ce genre de choses-là, pour venir humaniser les marques. Donc ça, mon premier chapeau, je suis responsable de cette expertise-là. Le deuxième chapeau, on a quelque chose d'assez unique chez Cossette et qui est en train d'émerger dans d'autres agences aussi. C'est un petit peu un nouveau modèle. Typiquement, dans les grosses agences, quand il y a plusieurs centaines de personnes dans un bureau, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui est chef de la création. Et à notre bureau de Montréal, on a un collectif de 5 personnes, chacun représentant, chacun et chacune, on a la parité complète, représente une discipline. Le contenu, le design, branding, le UX, la stratégie, évidemment les campagnes, la création publicitaire. Et ensemble, on forme un robot géant qui supervise l'ensemble du travail de Cossette à Montréal. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Ça fait 2 ans à peu près, 1 an et demi qu'on existe. Et c'est intéressant d'avoir cette approche-là très collaborative. Parce qu'avant, c'était plus Avant, c'était plus autoritaire. Ouais, c'était plus autoritaire. Tu avais un chef de la création. En dessous, tu avais des directeurs de création qui chacun en charge de ses comptes. Et maintenant, c'est un collectif qui accompagne des directeurs de création qui viennent travailler sur leurs comptes. Oui. Donc, par exemple, vous avez un client comme... McDonald's. Oui, McDonald's. Ouais. Puis là, les 5 personnes ont ce client-là. Exactement. On travaille tous, entre autres, là-dessus. Mais évidemment, il y a toute une équipe McDonald's avec plein de monde qui travaille là-dessus. Et puis des responsables et une notion de co-leadership aussi qui est de responsabilité partagée entre tous les différents métiers. Donc, on essaye d'amener quelque chose qui est beaucoup plus dans le dialogue et la collaboration. Ce qui est une nouvelle tendance de gestion, tout ce qui est flat, là, en ce moment, on est là-dedans. Puis moi, je me demandais aussi, c'était quoi la différence entre directeur artistique et un autre poste dans une agence? Il y a plusieurs postes dans une agence. Il n'y a pas juste des directeurs artistiques. Il y a des directeurs artistiques, il y a des stratèges, il y a des stratèges spécialisés, stratèges de contenu, stratèges d'expérience, CX, UX, etc., etc. Donc, il y a vraiment à peu près tous les métiers que tu peux imaginer liés à la communication et à la création d'expériences de marque. C'est vrai qu'à la base, la publicité était traditionnellement conçue par un binôme, directeur artistique et copywriter. Le DA était quelqu'un qui tout simplement dessinait, faisait les maquettes, était responsable de l'aspect visuel jusqu'à la mise en scène des films publicitaires, etc. Et qui travaillait qui travaillait de manière collaborative avec des créateurs, des illustrateurs, des réalisateurs pour que tout ça se fasse. Et le copywriter, c'était souvent ceux qui trouvaient le slogan, peut-être même écrivaient le scénario d'un spot publicitaire. Voilà. Donc ça, c'était le binôme
de base. C'est un binôme qui existe encore. Souvent en publicité, les gens travaillent en team, un DA, un copywriter. Mais évidemment, avec l'avènement du numérique, l'avènement des réseaux sociaux, tout ça est en train d'être chamboulé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne travaillent pas dans ce binôme-là. Où le binôme a changé, quelqu'un de contenu avec un directeur artistique ou un copywriter avec un vidéaste. Donc vraiment tout ça est en train de... Voilà. Mais donc il y a ce niveau-là, les DA, et évidemment qui sont accompagnés par plein de gens qui travaillent au service conseil, des product owners, parce qu'il faut faire livrer tout ça quand même, là, donc c'est pas juste des artistes qui ont des bonnes idées, là. Il y a des gens d'affaires qui travaillent en agence, qui entretiennent la relation avec le client aussi, c'est très important. Et de plus en plus, les créatifs font ça aussi. On partage cette responsabilité-là. Et puis par-dessus, souvent, les créatifs publicitaires rêvent de devenir directrice de création ou directeur de création. Ça, ce sont des gens qui, après quelques années à être ou DA ou copywriter, ou en tout cas d'avoir maîtrisé un craft, une forme d'expression, devient en charge de la création, donc l'ensemble du produit créatif d'un compte ou d'une grappe de compte. Alors ça, c'est un peu la consécration. Et puis après ça, par-dessus ça, si tu as beaucoup, beaucoup de chance, tu deviens, ou tu fais partie comme moi d'un collectif, ou tu deviens VP, ou dans certaines agences, chef de la création. Et puis là, tu coaches des directeurs de création. Je ne connaissais pas du tout ce système-là, plus horizontal. Très inspiré de la méthode agile dans le monde numérique, exactement. Nous, on a un modèle qui s'appelle le modèle CO, qui est une adaptation du mode agile. Avant, en pub, les créatifs travaillaient pendant des semaines et des mois sur un projet et là arrivaient chez le client avec voici mon concept. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup plus de manière itérative parce que beaucoup de nos idées dépendent d'outils numériques aussi. Et alors là, il faut faire évoluer les choses de manière plus rapide, plus efficace aussi. Donc, les clients sont souvent dans la cuisine avec nous. Faire la co-création. Il y a de la co-création souvent et de plus en plus, il y a plein de clients qui ont à l'interne leur propre cellule de création. Donc, on doit collaborer à ce niveau-là aussi. Et qu'est-ce qui vous anime plus dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, vous rend heureuse? C'est marrant parce qu'avant, j'étais journaliste pendant 15 ans. Et ce qui m'animait quand j'étais journaliste, c'était les conversations, les rencontres avec les artistes. J'étais journaliste culturel, donc rencontrer les artistes, essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Mais il y avait quelque chose où je parlais à des gens qui me parlaient de leur vision du monde. Donc, il y a une certaine distance qui s'établit entre la personne qui écrit et le sujet. Alors que j'ai l'impression, en pub, d'être un petit peu plus proche du sujet. C'est-à-dire que j'aide les gens qui créent des produits à communiquer les attributs de leurs produits. Et donc, je suis peut-être un petit peu plus proche de la vision originale, on va dire. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en journalisme, quand tu écris un article et que tu as une spécialité, c'est sûr que tu approfondis ton savoir, mais c'est ou dans une seule chose, ou alors c'est toujours un peu en surface. Parce qu'il faut tellement écrire d'un article et un autre et un autre et un autre. Alors que nous, on peut passer des mois, des années à travailler sur un compte publicitaire. Ce qui fait que depuis que je suis en pub, ça fait juste 9 ans, j'ai passé plusieurs années à travailler en tourisme et je continue à travailler en tourisme, mais j'ai aussi une bonne connaissance du monde de la restauration rapide, j'ai une bonne connaissance du monde de l'automobile, j'ai une bonne connaissance de toutes sortes de domaines qui sont donc les domaines de mes clients. C'est très intéressant de voir que derrière chaque sujet, il y a tout un univers à découvrir. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Ça remplit une forme de curiosité en profondeur que j'aime bien. J'adore les brainstorms, j'adore cette notion de comment est-ce qu'on va trouver un sujet, comment est-ce qu'on va réussir à trouver une solution à un problème ou à amener un regard un petit peu unique sur quelque chose dont on a beaucoup parlé. Donc ça, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup plus le processus de la pub presque que le résultat, alors que quand j'étais journaliste, j'aimais pas trop le processus, alors que j'adorais voir mon journal une fois qu'il était fait. Alors c'est comme si c'était inversé. Voilà. Peut-être de quelle manière votre expérience en journaliste, ça vous a aidé dans le domaine de la publicité? Énormément, et c'est par le journalisme que je suis rentré en publicité. En fait, quand j'étais journaliste, je passais beaucoup de temps à essayer de comprendre comment les autres fonctionnent, parce que ça nous met dans une position où on peut bien comprendre les briefs qui arrivent. On a une capacité peut-être à synthétiser les choses aussi, à penser de manière un petit peu stratégique, parce qu'un journaliste a tendance à toujours se demander comment est-ce que je peux raconter quelque chose de complexe et le distiller en quelques mots. Et puis bon, la publicité, c'est un petit peu ça aussi. Comment est-ce que je prends quelque chose de complexe
et le rendre, comment dire, aimable en quelques mots ou en quelques secondes. Voilà. Donc ça, c'est sûr que cette espèce d'esprit de synthèse-là, et cette notion de curiosité, c'est quelque chose qui appartient aux deux métiers. Ensuite, je suis rentré par la case tourisme, par des comptes de tourisme. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de très facile de passer de la couverture culturelle d'une ville à faire la publicité pour Tourisme Montréal, qui était mon premier compte auquel j'ai travaillé. Donc il y a une sorte de glissement naturel et c'est par le contenu que j'ai fait cette transition-là vers la publicité, sachant que quand j'ai commencé en pub il y a à peu près 9 ans, en 2010, les marques déjà commençaient à se poser la question, comment est-ce que je peux lancer un blog? Quelle est ma relation avec les influenceurs? Ça va être quoi sur mes réseaux sociaux? Donc, je suis rentré juste au moment où les clients commençaient à se poser ces questions-là, ce qui m'a aidé à avoir un impact sur la manière dont Montréal parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai participé sur des gros dossiers comme la création des plateformes sociales de la SAQ, parce que j'étais un petit peu en amont de tout ça, ce qui a été intéressant à faire. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un échec ou d'un défi plutôt, pour ne pas utiliser un mot négatif, que vous avez surmonté et qui vous a appris ou fait grandir dans cette expérience? Des échecs, il y en a souvent dans cette industrie, c'est qu'on est évidemment tributaire du client. Des fois, il y a des glissements chez le client, des changements d'orientation, et donc on doit suivre ça aussi. Donc ça peut être une source d'échec, de défi ou de frustration. Et à l'inverse, des fois, c'est nous qui nous emmêlons dans nos propres pattes. Il peut se trouver des fois qu'on trouve la même ligne sur deux campagnes différentes, puis c'est deux branches de l'agence qui tout d'un coup... Des fois, on oublie des choses. Ça arrive tout le temps. Mais je ne veux pas vous donner des exemples précis parce que ça serait trop cruel. Comment vous faites pour vous relever après ces échecs-là? Heureusement, on n'en a pas beaucoup. On livre tout le temps la marchandise parce qu'on connaît notre métier, on connaît les leviers, on sait faire des choses efficaces. Par contre, est-ce que c'est le meilleur de ce qu'on aurait pu faire? C'est ça la question qu'on se pose toujours. Il y a deux maîtres, en quelque sorte, en publicité. Il y a le client et il y a l'industrie. Et le client veut de l'efficace. Il faut se démarquer, ça c'est sûr, pour que les valeurs de la marque soient ressenties. Et puis nous, dans l'industrie, on est très très axé sur les prix. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important. Les prix pour plein de gens dans l'industrie. Et donc, ça nous pousse à essayer de lancer le meilleur produit possible d'un point de vue créatif, d'un point de vue artistique, d'un point de vue connexion avec le consommateur. Ça nous impose de ne pas répéter la même formule encore et encore et encore. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on se remet de l'échec? Je dirais que c'est l'ambition de vouloir faire mieux, de dire la prochaine fois, ça sera mieux. J'ai appris quelque chose. L'échec, il est tout le temps. Mais les victoires aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Bien sûr que non. Se décourager pour Bien sûr que non. continuer. Et puis des fois, dans une carrière, il y a des gros échecs. Moi, j'ai été viré de tous mes jobs. Je veux dire, il y a un moment, des échecs, ça existe. Puis on rebondit et il n'y a pas de problème. Ouais. Il faut l'utiliser comme un levier plutôt. Exactement. Au niveau de la création, est-ce que c'est difficile d'associer notre envie de création puis notre créativité avec un but commercial au final? Est-ce que c'est comme un défi? Ouais, je crois quand même. Ouais. Maintenant, c'est un métier aussi. Quand on commence un peu jeune, c'est sûr qu'au début, ça prend du temps à rentrer dans cet esprit-là, de dire, OK, on est en train c'est un produit commercial qu'on met de l'avant, qui sert à vendre des choses. Mais je pense que c'est quand même assez connu. Les gens qui étudient en publicité sont à l'aise avec cette notion-là. Mais moi, ça a été un petit ajustement de passer du journalisme, où justement je me battais d'une certaine manière contre la publicité, parce que souvent les publicitaires avaient tendance à vouloir influencer ce que j'écrivais. Donc, je suis passé de ça à exactement l'inverse. Et donc, moi, j'ai dû m'ajuster un petit peu à ça. C'est vrai que mes premières années en agence étaient difficiles pour plusieurs raisons. D'un point de vue purement égoïste de quelqu'un qui a un gros ego, il y avait une grosse perte de prestige, dans la mesure où, quand tu es rédac-chef, à l'époque, Le Voir était très lu. Oui. On avait près de 800 000 lecteurs au Québec. Et donc, être à la tête de la rédaction de ce mini-empire-là, c'était quelque chose qui flattait mon ego. Et se faire courtiser par toutes sortes de réalisateurs, musiciens, boîtes de disques et tout ça, recevoir les disques, les invitations, les cocktails et avoir le sentiment d'avoir une place dans la ville, c'était quelque chose qui était un petit peu grisant. Et puis quand tu es en pub, tu n'as plus ça, tu es anonyme, tu travailles pour la marque, tu n'es pas une star. Il n'y a pas de star de la pub, il y en a quelques-unes, mais honnêtement, on les voit de temps en temps à la radio faire mais c'est pas la même chose. Donc
j'ai dû avaler cette pilule-là, la pilule de l'humilité. Ouais. On voulait aussi parler de la culture d'entreprise dans les agences, parce qu'à l'université, on entend souvent que c'est un milieu assez difficile, que le taux de roulement est assez élevé, les heures de travail sont longues, qu'on se demandait si c'était comme un mythe ou c'était vraiment la réalité, puis comment vous gériez ça, vous? C'est certainement une réalité dans la moyenne. En tout cas, l'aspect qu'il y a beaucoup de travail. Je pense que de toute manière, quand on est jeune, il faut travailler beaucoup. Non, mais je veux dire... Surtout quand on est marre. Je crois, faire ses preuves. J'ai l'impression. Moi, je suis plus de l'école, t'as de l'énergie, travaille, quoi. Moi, quand j'étais jeune journaliste, je travaillais tout le temps. Il n'y avait pas vraiment de day off. Je pense que quand on veut réussir, il faut travailler plus que les autres. Mais au début, là, il faut se faire un nom, il faut se faire un craft, il faut avoir faut savoir faire quelque chose. Donc ça, j'aime beaucoup Malcolm Gladwell qui dit il faut faire 10 000 heures, là, il faut faire ces 10 000 heures. Alors, il y a ça dans la pub. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être excellente dans ton domaine? C'est ça qui est important. Et ça prend du temps, ça prend de la pratique. Mais après ça, est-ce que la pub est une espèce plutôt de Nous, on l'imagine rouleau un peu comme compresseur? Non, ça l'a été. Okay. Ça l'a été. Et honnêtement, je ne vais pas vous cacher qu'il y a certaines agences qui sont probablement encore un peu boys club. Il y en a. Maintenant, il y a beaucoup d'agences aussi qui réfléchissent très fort à toutes sortes de choses. La parité, des horaires flexibles aussi pour que les gens qui ont des jeunes familles dans notre industrie, c'est une industrie plutôt jeune, donc il y a beaucoup de jeunes papas et de jeunes mamans. C'est sûr qu'un congé de maternité, ça se respecte. Les congés motivés, tout ça, c'est des choses qui existent vraiment, mais il se trouve qu'il y a des moments où il y a des rushs. Mais ce n'est pas comme ça tout le temps, heureusement. Donc je pense que c'est une industrie qui est en train de changer. C'est une industrie qui a été longtemps un rouleau compresseur. C'est une industrie qui longtemps a été dirigée par un type d'homme, je dirais, tu dis Mad Men, mais oui, comme ça, un peu macho, un peu dans l'ego, un peu dans le flash, dans la fête. Tout ça a été vrai, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, je crois, de leaders qui est en train de prendre le contrôle de l'industrie, et c'est une génération plus sensible, moins dans le flash, plus dans la qualité du travail. Et ça devrait être mieux encore demain qu'aujourd'hui. Je sais que Sylvie a fait une campagne il n'y a pas longtemps sur les fake news, par exemple. Oui. Je trouve que c'est nouveau, cette espèce de phénomène qu'on retrouve dans la pub qui dénonce plus, alors qu'avant, on l'associait plus à vraiment de la vente de produits. Ça, ce sont des choses qui passent. Toutes les agences, souvent, font des pro bono, travaillent pour des organismes. Nous, on travaille beaucoup avec Garde-Manger pour tous, avec Amnesty... Et ça nous permet, ce genre de projet-là, de faire deux choses. Ça nous permet de nous aérer l'esprit et puis d'avoir le sentiment, une fois de temps en temps, de faire quelque chose d'absolument utile à la société. Ça permet aussi d'exercer notre créativité. Quand ce genre d'organisme vient de nous voir, il nous donne une certaine liberté. On fait ça gratuitement et en échange, c'est on va vraiment essayer de faire quelque chose qui nous fait plaisir aussi. Il y a un petit côté égoïste là-dedans. Et c'est ça qui fait que souvent, on en donne plus. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que les marques, même les marques qui payent pour les services, aujourd'hui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle le purpose marketing. Quelles sont les valeurs de la marque, l'expression de la marque employeur. Donc ça, c'est des sujets, je dirais, qui sont de plus en plus récurrents. Et donc, oui, en effet, en publicité, on s'intéresse de plus en plus à ça. Mais notre travail, on est un peu comme des avocats. C'est-à-dire qu'on a les valeurs de notre client, c'est ça qu'on transmet. Et puis nous, par contre, en tant qu'entreprise, nous aussi, on travaille à avoir nos propres valeurs et de les communiquer. Voilà. Vous y ajoutez votre petite couleur. On essaye, bien sûr. Oui. Puis pensez-vous que les marques, justement, ils changent comme ça à cause qu'ils ont vu que le consommateur, il voulait s'associer à une marque plus... Oui. Oui, je pense que ça vient du consommateur. La plupart des marques se disent, veulent évoluer avec leur temps. Et c'est sûr qu'il y a une pression du consommateur immense et qui vient de plusieurs facteurs. C'est sûr que les réseaux sociaux ont venu accélérer la capacité de la réactivité des consommateurs. Tout de suite, ils peuvent réagir. Il y a même cette notion de cancel culture. Là. Si quelque chose ne plaît pas à un groupe X ou Y, tout d'un coup, quelque chose va s'organiser en ligne et là, paf, tu te trouves annulé. Un peu de choses près. On le voit beaucoup en culture, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, nous, en tant que société, on le sait, on le voit. De plus en plus, l'environnement, l'égalité, la diversité, tout ça sont des choses qui deviennent des questions importantes. Et les marques veulent être perçues comme, comme des participants à ce changement. Surtout, elles ont très peur d'être accusées de l'inverse, en fait, d'être dans une situation où elles rendent le monde pire.
Donc il y a des efforts qui sont des efforts autant de communication que de réorganisation. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pensent très sérieusement, évidemment, et qui essayent d'agir pour être plus écologiques, etc., etc. Donc oui, la publicité est en train de suivre ce mouvement-là qui vient entièrement des consommateurs, qui est une réaction au changement chez le consommateur. Il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent dans des boîtes sont aussi des consommateurs, donc ils sont pas... C'est pas tout d'un coup, c'est pas parce que tu travailles dans une boîte que tout d'un coup tu deviens un robot. Donc les gens qui sont aujourd'hui les artisans des stratégies marketing des grandes entreprises sont des citoyens et ils sont sensibles à ce genre de situation-là. Ouais. Mais j'ai l'impression justement qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement proche des marques comparativement à avant que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous, on peut leur dire. Puis j'ai l'impression qu'ils voient vraiment les commentaires des gens. Il faut répondre tout de suite, il faut bien répondre. Il y a un niveau de... Nous, on appelle ça l'engagement, mais de dialogue et de relation qui est très fort et qui n'a jamais existé avant. En fait, qui existait seulement entre le petit commerçant et sa clientèle de quartier. Aujourd'hui, c'est ça, fois des millions. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi, pour ça qu'on appelle maintenant du contenu expérientiel? C'est parce qu'il y a une expérience avec plus le consommateur en direct? Est-ce que c'est parce que... Ouais. La notion d'expérience, elle peut vivre de différentes manières, c'est-à-dire ou carrément créer une expérience physique, quelque chose que les gens peuvent vivre et qu'on documente après. Alors on en voit plein les festivals, hein, c'est rempli de trucs à faire, c'est devenu le festival de ça. Mais c'est aussi l'expérience de la marque, c'est-à-dire parcours consommateur. Comment est-ce que j'interagis au quotidien avec cette marque-là? Donc nous, on travaille par exemple avec la SAQ et on s'intéresse beaucoup à SAQ Inspire, qui est le réseau de fidélité et de personnalisation. Donc il y a toute une expérience derrière ça. Alors oui, en effet, le mot expérience est un peu galvaudé aujourd'hui parce qu'il s'applique à toutes sortes de choses, mais c'est plutôt que de dire quelque chose et de le clamer partout, c'est comment est-ce qu'on peut vous faire vivre quelque chose au quotidien, même si c'est à travers l'écran d'un téléphone cellulaire. C'est plus établir une relation à long terme. Oui, c'est établir une relation, absolument. On voulait aussi parler du fait que vous êtes une femme trans et que vous êtes passée à travers toute une transition, que ce soit personnelle et au niveau du travail. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ma transition, évidemment, c'est un très très long processus. J'ai fait ma transition médicale tard. Quand je dis transition médicale, c'est-à-dire le début de la prise d'hormones qui vient de changer le corps, qui vient de changer la voix, qui vient de changer plein de choses. Et donc ça, j'ai commencé à 40 ans. Et là, j'en ai 44. Avant ça, ça m'a pris longtemps avant d'avoir assez confiance en moi pour dire « bon, j'y vais ». Et j'avais surtout peur. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais acquis dans ma vie d'homme. Et j'avais beaucoup travaillé pour essayer de rentrer dans le cadre de ce qu'on demande, de l'homme modèle en quelque sorte. Quand j'étais rédac-chef d'Ivoire, mes prédécesseurs étaient tous des hommes qui avaient un profil assez similaire. C'était des bonhommes avec des grosses voix, un peu intello, Jean Barbe, Richard Martineau, tout ça. Et puis je me disais, bon, faut que je sois comme eux. Et j'essayais d'être eux et j'ai évidemment pas réussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué dans ma carrière, c'est qu'à chaque fois que je commençais d'exprimer ma féminité, que je me faisais pousser les cheveux longs, que je changeais mon style d'habillement, c'était peut-être de manière subconsciente, mais je voyais chez les autres un changement de comportement et je perdais la crédibilité. Ce qui fait, quand je disais tout à l'heure que j'ai été viré de tous mes jobs, j'ai été viré de mes jobs toujours au moment où je me féminisais. Mais ça ne m'a pas limité, donc j'ai quand même continué dans mon processus, mais je dirais que ça m'a retardé, ce sentiment de ne pas avoir le droit de faire la transition, que c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme un handicap, que c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme une provocation, alors que j'essayais juste je rêvais d'être tout simplement moi-même. Et j'aurais voulu ne pas avoir à changer d'industrie pour pouvoir devenir qui je suis. Mais malheureusement, le journalisme à l'époque, qui était ma passion première, je ne crois pas, n'était pas ouvert à ça. Donc j'ai dû aller en publicité pour faire ma transition. Pas par amour pour la pub, mais parce que je considérais que c'était l'industrie d'abord, c'était une industrie qui me semblait plutôt ouverte d'esprit, première chose. Et puis, deuxième chose, c'était facile pour moi de transférer un certain nombre de mes connaissances d'un métier à l'autre. Ça me semblait être le métier le plus connexe à mon ancien métier. Et donc, comme ça me permettait d'aller dans un univers où on ne me connaissait pas, où je n'avais pas de réputation à défendre, rien. Je repartais de zéro.
Et donc, je pouvais aussi m'imaginer un nouveau personnage, en quelque sorte. Et donc, jouer avec mon identité, essayer de trouver le bon ton et quelque chose qui me correspondait le plus. Donc, c'est pour ça que je suis allé en pub, pour faire ma transition. Et ça n'a pas toujours été facile, mais éventuellement, à force, j'ai trouvé Cossette, qui est une agence dont la haute direction la présidente est une femme. Et je dirais qu'il y a beaucoup de femmes à la haute direction, et ça se sent. Et il y a peut-être une forme d'ouverture d'esprit, ou en tout cas de compréhension et d'écoute que je n'avais pas vécu avant. Donc ça m'a permis d'être confortable dans ma transition et d'y aller et de ne pas avoir peur de perdre mon emploi parce que je faisais ça, ou d'être jugé ou tout ça. Et donc ils m'encouragent beaucoup et ils m'aident beaucoup même à aller sur des tribunes comme celle-ci pour raconter mon histoire et tout, et ça, je trouve ça très très chouette. Ouais. Ben oui, c'est le fun qui appuie ça. Oui, absolument. Vraiment. Absolument. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Donc, j'étais, je pense, toléré, mais pas encouragé et pas bien accompagné. Il y a ça aussi, l'accompagnement, c'est quelque chose d'important pour toutes les gens toutes les personnes qui font partie de minorités. Je pense que c'est important de les écouter et puis de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu s'adapter à eux. Et en faisant ça, la beauté du truc, c'est que si on fait un petit effort pour regarder comment est-ce que on peut changer un peu les choses. Par exemple, chez nous, on a des toilettes, à Montréal, on a des toilettes mixtes, par exemple, sur un étage. Ben ça aide. Et bien, ça crée une forme de reconnaissance. Et donc, ça crée une forme de motivation supplémentaire. Parce que je suis dans ce qu'on appelle un safe space, parce que je n'ai pas à me soucier du jugement des autres, ben je peux prendre toute l'énergie que je dépensais pour rien avant à essayer de, gérer les attentes des autres, le jugement des autres. Ben, toute cette énergie-là, aujourd'hui, elle passe plus dans mon travail. Et voilà. Donc, ça, c'est chouette. Mais ça a été un long processus. Est-ce que vous sentez une différence de leadership, comme on dit, masculin et féminin? Parce qu'on a tendance à associer le leadership féminin à de l'écoute, de l'empathie, de la douceur. On imagine moins une leader féminine autoritaire. Ouais. Est-ce que... Je suis sûr que ça, c'est des archétypes et qu'il y a... Je veux dire, j'ai connu des leaders, des femmes autoritaires et des hommes doux. Là, tout existe dans la nature. Mais en tout cas, j'ai eu plus de facilité, si je ne parle que de mon expérience, j'ai eu beaucoup plus de facilité auprès des femmes. Beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus de compréhension. Ça c'est sûr. Et puis, après ça, est-ce que mon style de gestion a changé avec l'estrogène? Aussi. Je remarque qu'il y a toutes sortes de réactions qui sont en train de s'atténuer. Je suis moins territorial qu'avant, je suis moins dans la conquête qu'avant. Alors je ne sais pas si c'est l'âge ou le fait que tout simplement j'ai moins le sentiment que j'ai à me prouver face aux autres ou tout ça. Mais avant j'étais quelqu'un d'extrêmement combatif à l'époque en homme, assez territorial, avec beaucoup d'ambition. Je voulais monter les échelons et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de ça qui m'intéresse, je dois dire. Si je me bats, c'est pour que mes collègues aient leur place à la table, au travail, c'est pour que ma discipline soit respectée. Et puis si je me bats au sens plus large, c'est pour que les personnes trans aient une place dans la société. Mais mon propre statut, même si c'est flatteur d'être interviewé dans des podcasts et ce genre de choses, m'intéresse moins. Donc il y a une évolution. C'est peut-être juste l'âge, hein? Mais je pense que l'estrogène aide là-dedans aussi. Il y a un petit quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment comme physique ou est-ce que c'est comme une construction sociale? Je suis sûr que c'est les deux. En tout cas, c'est sûr que une grosse partie de l'expression de genre, c'est une construction sociale. Ouais. Ça, le monde le dit, les scientifiques, etc. Mais on le sait que les hormones affectent le corps. Pas juste le corps, l'esprit et l'état mental donc, ou émotif. Donc, ouais, sans doute que ça a eu un impact. En tout cas, je sais que je suis beaucoup plus émotive que je l'étais avant. Ça, c'est garanti. Je pense qu'au final, chaque personne est tellement différente qu'on ne peut pas dire comme « Ah, ça, c'est parce que t'es un homme, ça, c'est parce que t'es une femme. » Ce que je peux dire, c'est que j'ai évolué, ça, c'est sûr. Dans un sens qui semble être plus proche des qualités qu'on attribue aux femmes en général. Mais on aime bien mettre des étiquettes en général. Absolument. C'est peut-être ça qu'il faudrait arrêter de faire aussi. Bien sûr.
Ouais. Puis aussi, le concept de leadership est tellement différent. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'ambition pour être une bonne gestionnaire non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on devrait... Il y a toutes sortes de qualités dites féminines qui ne sont pas mises de l'avant chez les leaders. Par exemple, notre présidente avait écrit un article assez intéressant là-dessus, Mélanie Dunn, où elle disait un exemple, l'aspect méticuleux que certaines femmes ont. C'est-à-dire, avant de prendre position, je vais faire, ou de poser un geste très visible, je vais m'assurer que j'ai tout bien compris et que je maîtrise mon dossier et que la préparation, que c'est clair, que j'ai une crédibilité dans le truc. Alors qu'on sait par des études que les hommes ont tendance à surestimer leur capacité ou leur connaissance, etc. Beaucoup d'écoles de leadership auraient tendance à dire soyez un peu plus comme les hommes, c'est-à-dire ayez cette ambition, c'est de sauter, lean in, etc., etc. Mais en même temps, c'est intéressant de dire non, c'est chouette d'être méticuleux. C'est chouette d'avoir ces qualités-là. Donc je pense qu'il y a une valorisation de ce genre de qualités qui sont de manière cliché très féminine, mais le consensus, être méticuleuse, tout ça, je crois que ce sont des qualités qui méritent d'être mises de l'avant. Puis vous avez donné en juin dernier une conférence qui était assez renommée, qui s'intitule « Perdre mes privilèges, ce que devenir une femme m'a appris du leadership ». Puis on se demandait si vous pouviez peut-être nous expliquer plus en détail quels privilèges vous avez vu que vous avez perdus. Ce que j'ai perdu, entre autres, c'est toutes sortes de privilèges qui sont des privilèges, je dirais, de vie. C'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement liés à mon travail, parce que ma carrière va plutôt bien. Mais quand on est trans, il y a un certain nombre de choses qui sont plus difficiles et qui sont souvent des choses de base. Se sentir à l'aise dans les toilettes, par exemple. Ne pas avoir peur dans les toilettes, ne pas avoir peur de choquer, ne pas avoir peur dans la rue. C'est souvent lié à la peur, je dois dire. Ne pas avoir peur de subir une violence. Le regard des autres est blessant et il est fréquent. Moi, je fais 1m80 et plus et 1m85 en talons, donc on me regarde. Tout ça, c'est quelque chose que je ne vivais pas dans ma vie d'homme, évidemment. Et donc, j'avais l'impression qu'en tant qu'homme, c'est comme si le monde est à toi, en fait. Mais vraiment, il n'y a pas de limite. Mais aujourd'hui, il y a certains pays où je ne pourrais pas aller. Il y a certaines situations que j'essaie d'éviter. Je marchais seule la nuit, le soir, comme toutes les femmes, ça devient difficile. Donc, j'ai fait l'apprentissage de certaines limites qui existent dans la société encore aujourd'hui dans la vie des femmes, malheureusement. Et je trouve ça dommage quand je voyage que la peur maintenant fasse partie de l'équation. Il faut que je fasse attention à la manière dont je m'habille, il faut que je fasse attention à plein de choses, ce qui n'existait pas du tout dans ma vie d'homme. Avant, il y avait une espèce de confiance aveugle dans la vie, et aujourd'hui, je sais beaucoup plus que les choses peuvent mal tourner et très rapidement. Donc il y a ça. Ça, c'est certainement le privilège de ne pas avoir peur. Ça, c'est le privilège le plus important. Ensuite, il y a des privilèges qui sont une perte de privilèges humains. Quand on est trans, c'est très difficile de se lier, en tout cas d'avoir une famille, de trouver l'amour. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles, malheureusement. Et donc, à partir de ce moment-là, là aussi, donc, j'ai l'impression que cette voie-là du bonheur classique a été fermée, quoi. Ça fait 5 ans que j'ai fait ma transition et ça fait 5 ans que je suis célibataire et je pense que je le serai encore pendant encore longtemps. Malheureusement, c'est comme ça. Avant, il y avait un foisonnement d'amour qui est devenu un désert. Alors, il y a ça aussi. Donc, tout ça, c'est des privilèges qui sont des privilèges de vie. Mais c'est sûr que cette dureté dans ma vie-là peut affecter mon moral, même mon niveau d'énergie. Quand on rentre chez soi puis qu'on est seul à ruminer le travail et tout, plutôt que d'avoir des enfants et quelqu'un... alors, tout ça fait que ça peut avoir un impact sur le travail et sur le niveau d'énergie. L'autre privilège important, c'est aujourd'hui, la science, il y a très peu de savoir scientifique sur les personnes trans. On n'est pas assez nombreuses aujourd'hui ou nombreux pour que la médecine s'intéresse à nous de manière très sérieuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la relation des personnes trans avec le corps médical est souvent difficile et on a des santé qui ne sont pas tout le temps au top. Alors il y a ça aussi. Donc le privilège d'être en santé, le privilège d'être bien soigné, comme on le devrait, ça aussi on perd ça. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses qui disparaissent. Et puis bon, au début de ma transition, le privilège d'être prise au sérieux, puisque j'ai été viré de manière très très irrévérencieuse, rapide. Et du jour au lendemain, pouf, tu t'en vas sans trop d'excuses, quoi.
C'est un petit nuage gris qui s'installe au-dessus de ma tête, et j'imagine de plein d'autres personnes trans qui vivent la même chose. Il faut qu'on s'habitue à ce nuage gris-là et qu'on vive avec jusqu'à temps qu'un jour, il y aura un coup de vent, puis ça va dissiper tout ça, puis peut-être qu'on vivra dans une société plus juste et moins méchante. Mais même l'hypersexualisation du corps Bien des sûr. femmes et du corps en général. Ah bah oui, alors c'est drôle, avant, même si j'étais pas à l'aise trop dans mon corps d'homme, c'était pas ce que je voulais pour moi, mais je voyais de manière très très claire que si je me rasais pas pendant 3 jours et que j'avais l'air un peu... et ben tout d'un coup j'étais beau, ça marchait, tu vois. et là je me trouve moche, ça fait des années que je me trouve moche et grosse et tout ça, alors je ne pouvais pas imaginer que ça allait avoir un poids sur moi. Je me disais, mais non, je ne vais pas me faire avoir par les magazines de mode. Ben si, et probablement à cause de toutes les pubs de mascara. Toutes les images. Oui. On se fait bombarder, puis d'images c'est ça, négatives. on réalise pas qu'on se compare, mais c'est pas volontaire nécessairement. Les mouvements body positifs, il faut Ouais, les appuyer. exactement. Et c'est ça qui compte. Non, c'est ça, il y a plein de mouvements de positivisme, Même dans la puis pub. de diversité, puis tout ça qui fait que c'est de mieux en mieux. La diversité en pub est en train de devenir un sujet extrêmement important, autant dans la représentativité. Donc on a plein de clients aujourd'hui qui nous demandent, avec raison, de montrer des gens qui viennent de tous les coins du monde, qui représentent donc ce qu'est un Canadien et un Québécois aujourd'hui. Donc ça c'est hyper important. Et puis oui, de regarder aussi comment est-ce qu'on peut appuyer toutes sortes de communautés qui sont des consommateurs à part entière et qui méritent d'avoir eux aussi des relations avec les marques. Se reconnaître dans les marques. Oui, se reconnaître dans les marques, exactement. Ouais. On finit toujours sur comme des conseils pour les étudiants. Ah, ok. Fait que, le premier conseil qui est un peu plus relié à votre carrière, c'est qu'on a vu que vous faisiez beaucoup des pitchs. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu intimidant pour les étudiants. Fait qu'on voulait savoir si vous aviez comme des éléments clés pour faire un bon pitch. Alors, c'est vrai que je pitch souvent. Ce que j'ai remarqué, c'est que le peu de talent que j'ai comme pitcheuse, je le tiens d'autres pratiques. Certainement pas de l'art du pitch. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu m'aurais dit que j'étais quelqu'un qui allait remporter beaucoup de pitch. Je t'aurais pas cru. En fait, ce qui fait que je me débrouille plutôt bien en pitch, c'est que j'ai fait beaucoup de radio communautaire et un peu à Radio-Canada et un petit peu. Donc j'ai souvent été sur des tribunes où je m'exprime. Donc pour bien pitcher, en fait, il faut parler en public souvent. C'est ça pour moi, c'est ça la clé. Alors ça, c'est le premier truc. Et être capable, je parlais de comment on peut synthétiser, esprit de synthèse, ça c'est le deuxième aspect. Comment est-ce qu'on peut dire les choses de manière la plus rapide et efficace possible. C'est ça l'art du pitch. Tout en gardant l'attention des gens et puis en s'assurant qu'il y a une forme de conversation. Aussi, un pitch, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, il faut parler aux gens, il faut les regarder, il faut interagir avec eux, leur poser des questions, parce que sinon, il y a une distance qui s'installe et ça devient quelque chose qui est trop formel. Un pitch ne devrait jamais être formel. Bon, juste ça, je pense que j'ai déjà appris des affaires. Ouais. Moi, les gens, là, honnêtement, je me débrouille plutôt bien avec les clients parce que je fais des blagues, souvent déplacées, c'est n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, des fois je me mélange dans mes mots, mais il y a comme un attachement. Il faut laisser transparaître sa personnalité. C'est pas grave d'être un peu brouillon, c'est pas grave on peut même bien s'exprimer et mal s'exprimer en même temps. C'est-à-dire avoir une façon de s'exprimer un peu chaotique, ce qui est mon cas, et en même temps faire preuve d'une forme de charisme aussi. Donc les deux choses vont dans la main. Faut pas être trop lisse, faut pas être trop carré, faut sentir la personnalité, mais en même temps, je veux dire, c'est pas faire un show, c'est pas non plus prendre toute la place. C'est malgré tout parler du sujet de manière sérieuse et c'est ça l'équilibre. Mais montrer un petit peu d'aspérité et puis montrer un petit peu de personnalité, oui, c'est important. C'est les humains qui parlent à des humains. Là. Rester authentique. Rester authentique, ouais. C'est des très bons conseils. Vous êtes assez spécialiste dans les marques, comme on avait parlé au début. Ouais. Mais là, nous, on se demandait comment les étudiants ils peuvent développer leur marque, dans le fond, personnelle. Leur image de marque en tant qu'individu sur le marché du travail. Ben alors moi, je date d'avant ces questions-là. Étant né dans les années 70, on ne se posait pas la question d'image de marque à l'époque. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est simplifier son propos. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais bien? Voilà, c'est ça. Au début, là, c'est ça. Donc, c'est trouver une ou deux spécialités
et quelques passions et rentrer et foncer là-dedans. Donc moi, quand j'étais jeune, ma passion, c'était faire de la radio, écrire dans les journaux et puis journalisme culturel. Donc j'ai fait ça. À ma 3e année d'université, j'allais pas en cours. Je faisais Radio McGill et puis j'écrivais dans la presse des critiques de discothèques. À l'époque, il y avait des critiques de discothèques dans le journal. Et puis voilà, c'était ça mon job étudiant. Donc, tout dans la passion, parce que c'est ça que les gens vont regarder. Elle est là, la marque personnelle. Elle est dans l'action. Elle n'est pas dans d'autres choses que dans l'action. Après, quand on est jeune. Après, on peut rajouter une autre couche. Il y a l'action, il y a l'expertise, mais il y a les valeurs et les croyances. Et voilà. Et donc, ça devient éventuellement le cœur de ta marque personnelle. À quoi tu crois et qu'est-ce que tu fais pour que le monde, quel impact tu as sur le monde autour de toi, ton monde immédiat ou la société plus largement. En général, c'est bien d'être connu pour une expertise et une certaine personnalité et puis éventuellement à quoi je crois et puis quel est mon impact sur la société. Ouais. C'était de très bons conseils. Ouais, merci beaucoup. Je pense que ça conclut notre entrevue. Merci. C'est très intéressant. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris. Moi aussi. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir écouté notre 4e podcast et on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant sur vos plateformes de podcast préférées et en nous suivant sur les réseaux sociaux. À la prochaine!